Voici le fleuve Colorado. Et voici également le fleuve Colorado. Non, il n'y a pas d'erreur. Un fleuve est censé contenir de l'eau, c'est même sa raison d'être. Mais dans le cas du Colorado, ma foi, c'est un peu différent. Il ne reste plus que des paysages arides là où le fleuve aurait dû se jeter dans le golfe. Quant à l'eau, eh bien, elle finit sa course à un tout autre endroit. Je me sers un café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de faire ce que vous savez sous la vidéo, si ça ne vous dérange pas, mais en cas contraire, pas de problème. Et merci à ceux qui comprennent mon désir d'anonymat. Le Colorado est l'un des principaux fleuves du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique. D'une longueur de 2330 km, il est le 5e plus long des États-Unis et il traverse pas moins de 5 États. Tous ces États dépendent du Colorado pour l'eau, l'énergie hydroélectrique et les loisirs. Il abrite également des poissons et autres animaux. En bref, tout le monde en a besoin. Le Colorado prend sa source dans les montagnes Never Summer, dans le parc des Rocheuses, à une altitude de 3104 mètres. La neige infernale tombe sur les sommets des Rocheuses, formant d'épais névés qui ne fondent qu'au printemps, libérant des millions de litres d'eau douce. C'est ainsi que naît le fleuve Colorado. Puis, en s'écoulant vers le sud-ouest, il gagne en ampleur grâce à d'innombrables affluents, petits et grands. En résumé, son cours supérieur évoque un torrent rapide, mais plus il s'éloigne de sa source, plus le Colorado devient calme. Il serpente à travers les canyons de l'Ouest américain jusqu'à enfin atteindre le golfe de Californie. Du moins, il en était ainsi pendant des milliers d'années. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je le disais, le fleuve est censé atteindre le golfe de Californie au Mexique, mais il y a un problème. Ce n'est pas le cas. Depuis des années, le Colorado disparaît avant le golfe, se transformant en un minuscule filet d'eau à quelques kilomètres du rivage. Il n'a plus assez d'eau pour parvenir au bout de son voyage. Lorsque j'ai entendu ça pour la première fois, ça m'a surpris car ça contredisait tout ce que je savais sur les fleuves et les rivières. Se jeter dans quelque chose, c'est le propre d'une rivière. Une rivière part d'un point élevé, elle traverse un territoire et elle se jette dans une autre masse d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, de la mer ou de l'océan. C'est comme ça que notre planète fonctionne. Et c'est pas un simple détail qu'on peut balayer d'un revers de main. L'eau descend des montagnes jusqu'à l'océan qui donne naissance à des nuages. Vous savez, le cycle de l'eau et tout ça. C'est une boucle, un système où chaque chose en entraîne une autre. Mais dans le cas du fleuve Colorado, un maillon essentiel a disparu et la chaîne s'est rompue. Il en est ainsi depuis le début des années 1900. Le niveau de l'eau a baissé et on peut le vérifier grâce à un phénomène appelé anneau de baignoire. Lorsque l'eau baisse, elle laisse des dépôts minéraux sur les roches. Ainsi, à partir de photos et de vidéos, on peut voir où se trouvait le niveau de l'eau et où il devrait toujours se trouver. D'emblée, il apparaît que le fleuve Colorado connaît de graves problèmes. Quand on ouvre le robinet dans le Wyoming, le Colorado, l'Utah, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Arizona ou la Californie, il y a de fortes chances que de l'eau du Colorado en sorte. En gros, le fleuve fournit de l'eau douce à 1 Américain sur 10, ce qui n'est pas rien. Or, le débit annuel moyen du Colorado a chuté de 19% par rapport à la moyenne du XXe siècle et il continue de baisser. Les prévisions disent que d'ici 2100, le débit pourrait diminuer de 55%. Ça montre que le fleuve Colorado et les populations qui l'alimentent sont confrontés à un véritable désastre. Cette pénurie menace l'approvisionnement en eau douce de 40 millions de personnes et la sécurité alimentaire du pays. En effet, l'eau du Colorado permet de cultiver 90% des légumes d'hiver aux États-Unis. En outre, le bassin du fleuve soutient une économie s'élevant à 1360 milliards d'euros. S'il s'agissait d'un pays à part entière, il serait le 7e au monde en termes de production économique. Mais pourquoi? Qui a tué le fleuve? En fait, on a toute une liste de suspects, mais il faut rassembler des preuves. Pour répondre aux besoins croissants en eau du bassin de Colorado, le Congrès a autorisé le Bureau of Reclamation à construire des barrages, réservoirs et canaux pour stocker et acheminer l'eau du bassin. Le fleuve Colorado compte 15 barrages, dont le plus grand des États-Unis, le barrage Hoover en Arizona, construit en 1935. Ce barrage a donné naissance au lac Mead. Le barrage de Glen Canyon et le lac Powell ont suivi 30 ans plus tard.
Des systèmes de canaux tels que le projet de l'Arizona Central, des pipelines et autres infrastructures transportent l'eau du Colorado vers les villes et les terres agricoles du bassin et jusqu'à des villes telles que Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Los Angeles et San Diego, ainsi que vers la vallée impériale de Californie. Mais tout ça a un impact sur le fleuve. Sous un soleil de plomb et un air brûlant et sec, plus de 10% de l'eau du Colorado s'évapore, s'infiltre dans le sol ou se répand en traversant les barrages, les réservoirs et les canaux à ciel ouvert de la région. Lacs artificiels et réservoirs causent davantage d'évaporation que le ruissellement naturel qui avait lieu avant la construction des barrages. C'est simple, les barrages donnent naissance à des lacs, ce qui signifie que davantage d'eau est exposée à l'air et à la lumière du soleil. Par conséquent, l'évaporation est plus intense. Et plus ça va, plus c'est grave. Par exemple, en 2018, le niveau d'eau du réservoir de Blue Mesa est tombé en dessous d'un tiers de sa capacité, exposant les fondations d'une ville qui n'avait pas été vue depuis qu'elle avait été inondée pour créer le réservoir en 1966. On peut donc dire que les barrages tuent le fleuve. Quels autres facteurs affectent le fleuve Colorado? Étonnamment, certaines lois devenues obsolètes. Très obsolète. En 1922, le Colorado River Compact a été signé, répartissant l'eau du fleuve entre les 7 États qui constituent les bassins supérieurs et inférieurs. À l'époque, le débit annuel du fleuve, utilisé pour calculer la part de chaque État, était exceptionnellement élevé. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Le fleuve a connu des changements le long de ses rives rocheuses, notamment la construction de 3 grands barrages, un boom démographique, l'expansion de l'agriculture et l'essor de la production d'énergie. Le bassin du Colorado est ainsi en situation de sécheresse depuis près de 20 ans, pas assez de pluie et trop de chaleur. De plus, le manteau neigeux diminue et il fond plus tôt et plus vite, ce qui a pour effet d'assécher encore plus le fleuve. La situation est telle que les experts ne parlent plus de sécheresse temporaire. Aujourd'hui, ils évoquent un état permanent d'aridification, c'est-à-dire une sécheresse durable. Aujourd'hui, la population du bassin du fleuve Colorado est 9 fois plus importante qu'en 1922, et les villes qui dépendent de son eau, comme Los Angeles, Las Vegas, Denver et Phoenix, ont bien grandi. À titre de comparaison, en 1922, Las Vegas ne comptait que 2000 habitants. Aujourd'hui, la ville héberge 2 millions d'habitants. Pas étonnant que la demande en eau du fleuve Colorado soit supérieure à l'offre. Jugez-en par vous-même, au cours des 20 dernières années, de 2000 à 2023, le débit annuel moyen du fleuve était de 15 000 milliards de litres. Mais à l'époque où les règles ont été fixées, on comptait avec 19 000 milliards de litres. Les chiffres ont changé, mais les gens continuent à se fier à ce qui a été promis et à faire comme si de rien n'était. En partie, ça s'explique par le fait que le Colorado River Compact a été élaboré par des gens qui pensaient que le climat local resterait inchangé. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Certes, le climat de toute la planète est instable, mais ces lois obsolètes sont un gros problème. La troisième cause est plus compliquée, et une fois de plus, je vais devoir remonter dans le temps pour expliquer les choses. Au début du XXe siècle, les régions de Phoenix et de Tucson étaient beaucoup plus petites et fortement dépendantes des eaux souterraines. Les autorités de l'État avaient compris que l'avenir de l'Arizona dépendait d'un système d'approvisionnement utilisant les eaux de surface, en particulier celles du Colorado. Finalement, le projet de l'Arizona Central a été mené à bien, un système de 540 km de long qui fournit de l'eau aux comtés de Maricopa, Pima et Pinal, desservant plus de 80% de la population de l'État. La construction a commencé en 1973 et elle s'est achevée 20 ans plus tard pour un coût total de 3,85 milliards d'euros. Une somme énorme pour l'époque, mais qui a été bien dépensée, car ainsi, une merveille d'ingénierie a vu le jour. Le projet pompe l'eau sur une hauteur de 900 mètres le long du réseau, à l'aide de 14 stations de pompage, d'une centrale hydroélectrique au barrage de New Waddell, du réservoir de Lake Pleasant, de 39 vannes radiales pour contrôler le débit et de 50 points de sortie pour acheminer l'eau. En outre, un système complexe d'aqueducs, de tunnels, de siphons et de réservoirs a été créé afin d'acheminer plus de 1,7 milliard de mètres cubes d'eau par an. Le système fournit de l'eau à plus de 400 000 hectares de terre au cœur de l'Arizona et il a permis à l'État de doubler sa population en 30 ans
depuis l'achèvement de sa construction en 1993. Le projet a également généré plus de 1935 milliards d'euros de retombées économiques. Le processus de construction s'est accompagné de réalisations incroyables. Par exemple, il a fallu 3 ans aux ingénieurs pour percer un tunnel à travers Buckskin Mountain, à l'est du fleuve Colorado, et créer un tunnel de 6,70 mètres de diamètre, revêtu de segments de béton préfabriqués, pesant 3,5 tonnes chacun. Le tunnel peut transporter 85 000 litres d'eau par seconde. Mais détourner une telle quantité d'eau du fleuve ne pouvait qu'affecter le niveau d'eau du Colorado. Le projet de l'Arizona Central prélève beaucoup d'eau sans rien offrir en retour, et en conséquence, le fleuve n'atteint plus son delta. Le 4e problème est le plus surprenant. Les zones humides ne couvrent qu'environ 1,5% de la superficie du Colorado, mais elles ont une valeur écologique et économique considérable. Évidemment, elles constituent un habitat essentiel pour la faune. À un moment ou à un autre de leur cycle de vie, 90% des animaux sauvages de l'État dépendent des habitats situés le long des berges des rivières pérennes. Les zones humides font partie de cette liste. Elles servent également de halte et de lieu de reproduction aux oiseaux migrateurs et contribuent à la lutte contre les inondations, à la stabilisation des berges et à la qualité de l'eau. Naturellement, ces zones humides n'existeraient pas sans le fleuve. Il leur donne forme et vie. Mais les zones humides qu'on voit aujourd'hui sont très différentes de celles qui existaient autrefois. Selon une étude réalisée en 1991, le fleuve Colorado a perdu 50% de ses zones humides entre les années 1780 et les années 1980 en raison du développement. Mais attendez, comment les zones humides peuvent tuer la rivière qui les a créées? Eh bien, sans le faire exprès. Les zones humides fonctionnent comme des éponges, absorbant et libérant les eaux de surface, la pluie, la neige fondue, les eaux souterraines et les eaux de crue. De plus, ces éponges retiennent l'eau en place, de sorte qu'elle s'écoule moins en aval. On estime qu'un 1/5 de l'eau du Colorado reste coincée dans des zones humides. C'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, mais ça empêche l'eau d'atteindre la baie. Les zones humides sont ainsi complices du crime. On en arrive à la dernière cause, la 5e. Lorsque le fleuve Colorado coule vers l'aval, son eau est détournée ici et là. 79% de l'eau du fleuve est utilisée pour les cultures, l'irrigation de la luzerne, ainsi que pour les champs de coton, de blé, de maïs et autres. Toute cette eau est répartie sur des millions d'hectares de terre dans la vallée impériale de la Californie. Le district d'irrigation local détient certains des droits d'eau les plus anciens, près de 3700 milliards de litres. En fait, une certaine famille de fermiers utilise plus d'eau que toute la ville de Las Vegas. Ils affirment que ça permet aux Américains d'avoir de la nourriture sur leur table en hiver, mais en réalité, la majeure partie de cette eau sert à la culture de foin destinée à l'alimentation du bétail. Et pas seulement du bétail américain, une partie est exportée, notamment vers l'Arabie Saoudite. Cela dit, même si l'agriculture utilise énormément d'eau, honnêtement, c'est comparable à ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'est ainsi que fonctionnent les cultures, il leur faut beaucoup d'eau. 70% de l'eau destinée à l'agriculture est utilisée pour 2 cultures seulement, luzerne et graminées pour la production de foin. Bref, la moitié de l'eau pompée dans le Colorado sert à nourrir des bovins de boucherie et des vaches laitières, ainsi que quelques brebis et chevaux. Certains affirment que si on cessait d'utiliser l'eau du fleuve pour cultiver du foin, le pays ne perdrait que 15% de sa production de foin, mais le fleuve aurait suffisamment d'eau pour remplir les réservoirs. Les villes en expansion n'en souffriraient pas, il y aurait assez d'eau pour tout le monde. Regardez, une tonne de foin coûte 266 €. Pour la faire pousser, il faut 1,7 million de litres d'eau, ce que consomment 4 foyers en un an. La production d'un demi-kilo de bœuf nécessite 6800 litres d'eau. En fait, c'est une façon très inefficace d'utiliser une ressource rare. C'est comme aller au magasin en semi-remorque pour acheter un petit paquet de chips. Oui, on peut le faire, mais pourquoi? Cette consommation d'eau absurde suffirait à elle seule à détruire le fleuve, mais en plus, il y a des règles étranges. Le dicton le plus connu sur l'eau au Colorado est le suivant: on s'en sert ou on la perd. En gros, si vous ne faites rien d'utile avec votre eau, l'État peut vous la retirer. Une fois que vous avez renoncé à vos droits sur l'eau, ils disparaissent et l'eau retourne au fleuve où quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Ces lois sur les droits sur l'eau poussent les gens à utiliser toute l'eau qui leur est allouée, même s'ils n'en ont pas besoin.
Et comme le fleuve fournit de l'eau bon marché à une grande partie de l'Ouest, des méthodes d'irrigation qui entraînent un fort gaspillage sont toujours d'actualité. L'une d'entre elles est appelée irrigation par submersion. Et c'est ce à quoi vous pensez. Des centaines d'hectares de luzerne sont arrosés en inondant brièvement le champ. Ainsi, le foin utilise 3 fois plus d'eau que ne le font les habitants de la région pour se doucher, arroser leurs pelouses et faire la lessive. En résumé, je pense que l'agriculture, en particulier la culture de foin, est le principal problème. Conclusion, sur la totalité de l'eau, 0% atteint le delta. Où termine-t-elle sa course ? Une étude réalisée en 2024 à partir de données satellitaires a montré que les principaux consommateurs d'eau du Colorado entre 2000 et 2019 étaient l'agriculture, 52%, la végétation sauvage, 19%, les utilisations municipales, commerciales et industrielles, 18%, et l'évaporation des réservoirs, 11%. Ainsi, il y a plusieurs tueurs de fleuves. Ils travaillent de concert, et c'est une combinaison de raisons, de facteurs et d'erreurs qui ont conduit à ce triste résultat. La question est de savoir si on fait quelque chose pour remédier à la situation. Au début des années 2000, les chercheurs avaient calculé que le delta avait perdu 90% de ses forêts et zones humides. Pour restaurer l'environnement, les États-Unis ont déversé des quantités d'eau relativement faibles, mais néanmoins importantes dans le delta en 2014. Au même moment, des associations mexicaines et américaines ont lancé des initiatives de restauration appelées Raise the River. Elles travaillent avec les communautés locales pour restaurer la végétation côtière et surveiller la façon dont les écosystèmes du delta réagissent au retour de l'eau. Et devinez quoi ? Ces efforts pour faire revivre le delta asséché semblent avoir porté leurs fruits. Les chercheurs signalent que les populations d'oiseaux et de plantes ont commencé à se rétablir après des dizaines d'années de déclin. Dans les zones restaurées, 60% des populations, y compris celles d'oiseaux locaux comme le towhee d'Abert et le gros bec bleu, ont cessé de décliner ou ont même commencé à croître. Dans le même temps, les populations d'oiseaux invasifs ont diminué dans les zones restaurées. En 2017, les États-Unis et le Mexique ont convenu d'augmenter la quantité d'eau déversée dans le delta et de maintenir le débit au moins jusqu'en 2026. Mais ça ne suffit pas. Il faut agir sur la consommation d'eau. Bonne nouvelle, les États-Unis et le Mexique sont prêts à négocier. Mauvaise nouvelle, à l'heure actuelle, les États du bassin du Colorado ne sont parvenus à aucun accord. Naturellement, personne ne veut réduire sa consommation de peur de manquer d'eau pour les besoins quotidiens. En 2019, un curieux phénomène s'est produit. Après 20 ans de sécheresse, tempêtes, pluies et basses températures ont fait déborder les rivières qui ont ainsi rempli les réservoirs du Colorado. Pour la première fois en 19 ans, l'État n'a pas connu de sécheresse. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il faudrait encore au moins 13 années extrêmement humides pour que le fleuve se remette des effets de la longue sécheresse qui sévit dans l'Ouest. Et ces 13 années ne sont pas près d'arriver. La nouvelle du jour est que j'ai trouvé un nom pour un certain quelque chose. Oui, vous devrez attendre les prochaines éditions des dernières nouvelles pour en savoir plus. Accord contre le dessèchement. Récemment, en mai 2023, la Californie, l'Arizona et le Nevada ont conclu un accord visant à réduire les prélèvements d'eau. Dans ces 3 États, les districts, les tribus amérindiennes et les fermiers réduiront de 13% leur consommation dans le bassin inférieur du fleuve Colorado. D'un côté, c'est une bonne chose pour le fleuve. De l'autre, de telles restrictions pourraient nuire à l'agriculture et à la vie quotidienne des gens. Même les experts sont d'accord sur ce point. Mais il semble que les autorités ne se concentrent actuellement que sur le fleuve. Le plan de réduction de la consommation d'eau permettra d'économiser 3700 milliards de litres sur une période de 3 ans. En l'absence de restrictions, on craignait que les niveaux d'eau des lacs Meade et Powell ne baissent tellement que les centrales hydroélectriques qu'ils alimentent ne s'arrêtent. Ce qui, à son tour, aurait compromis l'approvisionnement électrique de millions de gens, de sorte qu'un accord était nécessaire. Oui, certains experts affirment qu'une telle réduction de la consommation aura de graves répercussions sur l'agriculture dans 3 États, mais d'autres soutiennent que ça permettra tout juste de sauver le fleuve. Ils disent que c'est le strict minimum pour éviter que tout le système ne s'effondre. C'est un bonus pour le fleuve Colorado qui lui permettra de tenir quelques années de plus. En d'autres termes, c'est pas une solution de long terme, et il faudra quand même trouver autre chose. Pénurie d'eau. Je viens de parler d'un accord qui pourrait nuire à un grand nombre de fermes et de champs.
Il a été adopté en 2023, mais les pénuries d'eau étaient déjà un problème majeur dans ces États, bien avant que des mesures ne soient prises. Par exemple, les agriculteurs de l'Arizona affirment que les réserves d'eau ont commencé à diminuer il y a 20 ans. Toujours pour la même raison, surconsommation d'eau et sécheresse dans l'ouest des États-Unis. Fin 2021, tous les champs d'une ferme familiale d'une superficie totale de 103 hectares étaient soit flétris, soit en friche. Pourtant, avant les problèmes d'eau, ces mêmes champs étaient très productifs. On y cultivait de la luzerne et du coton, mais l'eau a commencé à manquer et aucune pluie ne s'annonçait. Par conséquent, les fermiers ont perdu leurs revenus et ils ont dû faire appel à leurs économies pour payer les factures. Voici un autre exemple qui montre à quel point la situation est grave. En 2022, la quantité d'eau du fleuve Colorado allouée aux fermiers du centre de l'Arizona a été réduite de 65%. Le résultat est évident, la moitié des terres agricoles ont été abandonnées et des centaines d'emplois ont été perdus. Bref, la crise de l'eau en Arizona ne date pas d'hier et les réductions d'eau prévues par le nouvel accord n'ont surpris personne. Cependant, malgré ça, la plupart des fermiers continuent à cultiver des plantes gourmandes en eau à l'aide de méthodes d'irrigation discutables. Comment tout ça se terminera, seul l'avenir nous le dira. Mais en juger par la vitesse à laquelle le Colorado s'assèche, les choses ne feront qu'empirer. Question tribale. Ainsi, le fleuve Colorado est littéralement à sec à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les lacs se sont asséchés et la seule végétation est celle des projets de reboisement. Les rares poissons proviennent des canaux d'irrigation et de la rivière Hardy, un affluent pollué du Colorado de 16 km de long, alimenté par les eaux de ruissellement agricole et une station d'épuration. C'est tout ce qu'il reste du fleuve au Mexique. Dans les années 1800, les colons avaient constaté la présence de 5000 à 6000 tribus nomades qui s'unissaient en clans et suivaient le fleuve pour pêcher et cultiver les rives fertiles du delta du Colorado. Et de nos jours, il reste moins de 400 tribus au Mexique et à Yuma, en Arizona, on en compte environ 1000. Il est facile de deviner quelle en est la cause. Le déclin de la population s'explique par la disparition du fleuve. Un accord bilatéral de 1944 garantissait au Mexique 1800 milliards de litres d'eau par an, dont la totalité était destinée à l'agriculture. Toutefois, l'accord ne tenait pas compte des droits des populations autochtones et de leurs liens originels avec le fleuve. Par conséquent, cérémonies fluviales traditionnelles, remèdes, fruits, céréales et arbres locaux servant à réaliser des maisons, des bateaux et des vêtements se sont raréfiés. Les chefs tribaux affirment que la disparition du fleuve a détruit la structure sociale des communautés. Les langues sont sur le point de disparaître, les cérémonies spirituelles sont oubliées et les jeunes sont contraints d'émigrer. Oui, beaucoup quittent leur tribu car sans fleuve, il n'y a pas de poissons, pas de vie. Du tout. Que faire d'autre? Les tribus de l'Arizona ont également souffert. El Mayor abrite la plus grande diaspora de la tribu Cocopa et les conditions de vie y laissent beaucoup à désirer. Là encore, c'est dû à la sécheresse. Bien sûr, il y a eu de rares années où l'eau était abondante et où la vie prospérait. Le fleuve Colorado coulait et la Laguna Salada, une vaste dépression sablonneuse à l'ouest d'El Mayor, se remplissait d'eau douce et des marées hautes du golfe de Californie qui apportaient une abondance de poissons. Cependant, la lagune s'est asséchée et la tribu a dû se tourner vers la pêche au bar en haute mer. Mais il reste un espoir. Les mesures de préservation du fleuve, qui comprennent des travaux de dragage et de reforestation, aident les vagues de marée de la baie à s'enfoncer davantage dans le delta du fleuve. Ça crée de petites zones humides qui attirent pélicans et hérons, et pour les tribus indigènes, c'est une véritable bouée de sauvetage. Vous me devez un petit like tout discret. À plus.